Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, j'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Parlons de mémoire, mais plus spécifiquement de mémoire à court terme et de mémoire à long terme. On entend souvent ces deux types de mémoire qui pourraient paraître comme des mémoires en opposition. Donc, Gilles, si on commence par la mémoire à court terme, c'est quoi au juste une mémoire à court terme? Puis, à quoi ça sert? Oui, on a, on fait parfois l'erreur de penser que c'est un peu la même chose, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, à la différence que dans un cas, on retient des choses pendant peu de temps, alors que dans l'autre cas, c'est plus longtemps. Ben, c'est une erreur, c'est faux. Les deux sont des structures totalement différentes, parce qu'on a vraiment deux types de mémoire. Ce sont vraiment deux structures totalement différentes, je pourrais dire des fonctions totalement Hmm. différentes. La mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, c'est la mémoire qui va nous servir à retenir pendant quelques temps, pendant quelques secondes, quelques éléments pendant qu'on y travaille. Hmm. L'objectif de cette mémoire-là, l'objectif de se servir de cette mémoire-là, ce n'est pas de retenir ça pour qu'on s'en rappelle dans une heure ou le lendemain ou 3 jours après, c'est de retenir, de maintenir actives certaines informations pendant qu'on y travaille. Par exemple, vous faites une expérience, un exercice d'arithmétique, ben vous avez une addition à faire, vous retenez le résultat d'une première partie de l'addition, avec là, vous mettez la retenue, donc vous ajoutez deux autres chiffres. C'était quoi le premier déjà? Alors là, on parle de mémoire à court terme. Son étendue est limitée à, dit-on, 7 items plus ou moins 2. Hmm. C'est variable selon qu'on parle de chiffres, de lettres, d'idées, de mots, etc. Et elle est limitée dans le temps aussi en termes de secondes. De sorte que si vous apprenez, par exemple maintenant, si je vous donnais mon numéro de téléphone maintenant, par exemple, vous pourriez le retenir pendant quelques secondes. Vous avez 7, 8, 10 chiffres à retenir et vous pourriez le retenir pendant quelques secondes. Mais dès que votre attention serait attirée par autre chose, Hmm. le contenu de votre mémoire à court terme serait vidé et votre attention se portant sur autre chose, votre mémoire de travail va porter sur autre chose et vous allez oublier le numéro de téléphone en question, vous allez oublier la série de chiffres. C'est dans ce sens-là que sert la mémoire à court terme. Elle est destinée à être utilisée seulement pendant quelques secondes. Et dès Et qu'on a fini d'y travailler, dès qu'on a résolu le problème, on peut la vider, la vidanger pour passer à autre chose. C'est un peu le principe. J'aime bien utiliser l'analogie de la lumière d'une lampe de poche, par exemple, du faisceau d'une lampe de poche. On éclaire pendant quelques temps une partie de ce qu'on a devant soi, euh, et donc, ce qu'on peut éclairer, c'est limité, et on peut l'éclairer seulement pendant un certain temps parce qu'on passe à autre chose. Dès qu'on passe à autre chose, le contenu de ce qu'on éclairait disparaît. À moins c'est intéressant. de Je laisse continuer, maintenir, vas-y. à moins de maintenir l'information disponible par la répétition. Parce qu'elle est volatile, l'information, mais on peut la retenir. Si je vous donne mon numéro de téléphone, encore une fois, vous pourriez le répéter, puis continuer à le répéter, puis le conserver en mémoire. Donc, il y a moyen de rafraîchir et de le maintenir actif, mais c'est toujours limité de toute façon à quelques secondes. Chose intéressante sur cette mémoire-là, c'est qu'elle est particulièrement affectée par le vieillissement. Hmm. Pourquoi? Parce que le faisceau de lumière rétrécit avec l'âge. Ah, c'est une belle Notre analogie. capacité d'attention se rétrécit et donc notre capacité de mémoriser, notre capacité d'apprendre, de considérer une nouvelle information, c'est très limité par le temps.
Et il y a Steve qui pose la question, en fait, je la transforme en question. Est-ce que la mémoire à court terme se construit unique? C'est-à-dire que cette capacité-là, tu disais, Gilles, que c'est très affecté par le vieillissement, mais si je transforme un peu la question de Steve, est-ce que durant les processus, durant l'avancée en âge, est-ce qu'on peut aussi stimuler cette capacité-là de mémoire à court terme ou c'est plus compliqué? Il y a deux éléments dans cette question-là. Ça varie pas vraiment. Un enfant de 5 ans, 7 ans, 8 ans a à peu près la même capacité de mémoire à court terme qu'une personne disons, de nos âges. Là. Alors que chez une personne plus âgée, le nombre d'éléments qui est possible de retenir, d'apprendre, de maintenir actif, ça diminue. Là, et ça diminue particulièrement chez les personnes qui sont atteintes de démence, par exemple. Euh, Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer cette capacité-là? On peut pas améliorer l'espace du faisceau lumineux, mais on peut trouver des méthodes qui vont nous aider à la rendre plus efficace. Par Ah, c'est exemple, intéressant. si on fait des liens entre les éléments, entre les items, s'il y en a 7 plus ou moins 2, par exemple, dans mon numéro de téléphone, s'il y a quelque chose qui ressemble à un indicatif, s'il y a quelque chose qui ressemble à 3, 4, 5, 6 comme suite, ben vous allez regrouper les éléments entre eux, donc ça diminue le nombre d'éléments à retenir. Donc on peut la rendre plus efficace, mais on ne va pas agrandir considérablement le faisceau. C'est intéressant. Merci Gilles pour ce résumé de cette vue d'ensemble de la mémoire à court terme. Maintenant, la mémoire à long terme. Donc, est-ce que c'est la mémoire à court terme, mais qu'on étire longtemps, 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 ou c'est quelque chose de complètement différent? C'est quelque chose de complètement différent. Alors, ma réponse, elle va tenir dans à peu près 40 minutes, OK? OK. Maintenant, je vais essayer de la ramener à, disons, 2, 3 minutes. OK. La mémoire à long terme, c'est complètement autre chose. C'est la capacité, la fonction qu'on a de retenir certaines informations qui ont été consolidées en mémoire pour être ramenées plus tard. Donc, c'est pas une mémoire immédiate dont on a besoin maintenant, c'est quelque chose qu'on va apprendre et c'est vraiment lié à l'apprentissage. Donc, il faut décrypter de l'information, il faut l'encoder pour qu'elle soit intégrée à ce que je connais déjà et qu'elle soit maintenue, consolidée dans ma structure de mémoire de manière à ce que dans 2 ans, peut-être dans 20 ans, je puisse encore y accéder. Et là, le mécanisme est totalement différent. C'est pas un faisceau, ça n'a rien à voir avec la mémoire à court terme. Une chose à savoir en ce qui concerne la mémoire à long terme, c'est qu'elle est composée de plusieurs registres. Je vous ai déjà exempté d'à peu près 20 minutes. Là. Je passe déjà OK, c'est bon. à la deuxième partie, si on veut. Donc, dans la mémoire à long terme, elle est composée de plusieurs registres. On parle de mémoire épisodique pour tout ce qui concerne les souvenirs passés comme les souvenirs récents. Une autre type de mémoire, c'est la mémoire sémantique pour les connaissances, l'ensemble des connaissances sur le monde qu'on a. Et une troisième type de mémoire, c'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire l'ensemble du savoir-faire, l'ensemble des choses qu'on a appris à faire. Donc les méthodes, la façon de lasser un soulier, de la façon de faire du vélo, la façon de parler. Et ça inclut une grande catégorie d'objets. Si tu me permets 1 minute à ajouter là-dessus, je vais revenir rapidement sur chacune, peut-être 3 minutes, 1 minute chacun si tu le permets. La mémoire épisodique, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, donc, c'est la mémoire des souvenirs, c'est-à-dire l'ensemble des événements sur lesquels on a retenu de l'information, sur lesquels on a retenu des renseignements. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs d'épisodes particuliers, mais pour chacun des événements particuliers, on aura retenu qu'est-ce qui s'est passé, quand, avec qui, comment, etc. Donc, ce sont des moments, des événements, des moments qu'on a vécus qui sont reliés à notre vie. Et ça fait appel, là aussi,
à une grande partie des fonctions qu'on a dans notre cerveau parce que ça va toucher les questions visuelles, les questions auditives, les questions de sensation, comment je me sentais, quelles émotions je ressentais au moment de l'épisode. Donc, un souvenir, c'est pas quelque chose qui est localisé, qui est individualisé, c'est un ensemble d'éléments qui surgissent à la conscience et qui évoquent un événement particulier. Chose à savoir sur cette mémoire épisodique, elle n'est pas fiable. On y reviendra, je pense, dans quelques minutes. Deuxième type de mémoire, donc, c'est la mémoire sémantique, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'on a développées avec le temps sur le monde, sur l'environnement, sur le monde, sur l'univers, tout ce qu'on connaît du monde, dans le fond. Il faut l'organiser, toute cette connaissance-là, de manière à pouvoir y recourir au moment où on en a besoin. Et ça peut se passer dans 20 ans, ça peut se passer... Et c'est pas relié à des événements qu'on a appris. Si je vous pose des questions sur les éléphants ou sur n'importe quel pays du monde, vous n'avez pas besoin de savoir comment, quand vous avez appris cette information-là. Vous avez besoin de savoir, de regrouper cette information-là avec les autres et de l'organiser, cette information-là, pour qu'on puisse y retrouver l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc, c'est comme l'encyclopédie de notre vie. Pas l'encyclopédie des définitions de tout ça, mais l'encyclopédie de notre vie. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est-à-dire l'encyclopédie de ce avec quoi on a été en rapport, Okay. mais pas en lien avec les événements de notre vie. C'est indépendant, ça devient indépendant de notre vie. L'encyclopédie de notre vie, ce serait plutôt la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, donc, c'est l'encyclopédie au sens large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'on a. La troisième type de mémoire, c'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire l'ensemble des façons de faire, l'ensemble des choses, des procédures, des choses qu'on a appris à faire. Par exemple, faire du vélo, par exemple, écrire, parler. Et ça concerne aussi bien des habiletés motrices que des habiletés cognitives. Je fais un parallèle. C'est un exemple que je donne souvent. Je recule et je vous fais un exemple. Si vous avez les bras croisés, décroisez vos bras, mettez vos bras à plat sur la table ou devant vous, OK? Et essayez de me suivre. Quand je croise les bras, grosso modo, j'ai deux façons de me croiser les bras. Soit de cette façon-là, et vous voyez les doigts de ma main droite, soit je les croise dans l'autre sens, et vous allez voir les doigts de ma main gauche. Ne croisez pas vos bras maintenant, mais si vous aviez à croiser vos bras, quels doigts on verrait? Ceux de votre main droite ou ceux de votre main gauche? Ben, la plupart des gens ne le savent pas. Mais votre corps le sait et votre cerveau le sait. La preuve de ça, c'est croiser les bras et essayer de les croiser dans l'autre sens maintenant. Vous allez voir que c'est inconfortable et souvent même on n'y arrive pas. Non. C'est assez effarant et surprenant, ce qui montre que on a une méthode qu'on a apprise tout jeune sur la façon de se croiser les bras, sur la façon de parler, de se déplacer, de faire du vélo. Et c'est des choses qu'on ne désapprend pas. Ça fait partie de notre mémoire. Et même les personnes qui ont perdu l'essentiel de tout ce qu'ils avaient de mémoire épisodique, ben, ils savent encore croiser les bras. Ils savent encore exprimer des choses par la parole, etc. Donc, les procédures motrices, ce sont les dernières qu'on puisse perdre. Ça fait partie de la mémoire aussi. C'est intéressant. Donc, dans la mémoire à long terme, il y a ces trois éléments qui sont réunis, qui sont essentiels, et c'est ce qui distingue de, par exemple, la mémoire à long terme à la mémoire à court terme. Et merci pour ce tour d'horizon de la mémoire à long terme. J'ai une question par rapport à 4 minutes, oui. De 40 à 4 minutes. J'ai une question par rapport à tes jeux, parce que toi, tu es un concepteur de jeux, tu es un concepteur de livres, et là, tu nous parles de la mémoire à long terme et de la mémoire à court terme, mais est-ce qu'il y a des jeux et des exercices, soit dans tes livres ou des choses qu'on peut faire soi-même, qui vont stimuler, qui vont nous permettre de jongler peut-être avec ces différents éléments-là, ou ma question n'est pas appropriée puis c'est plus complexe que ça?
Ben, ta question est appropriée, mais elle concerne beaucoup plus la mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire de travail. On s'entend que dans un livre de jeu, dans des activités, on ne va pas intervenir sur la mémoire procédurale. Vous avez appris comment faire les choses, on ne va pas changer ça. On ne va pas non plus beaucoup agir sur la mémoire sémantique parce que ça fait référence à l'ensemble des connaissances que vous avez. Et votre mémoire épisodique, bien évidemment, on peut y participer un petit peu, mais on ne va pas beaucoup l'affecter. Ce qu'on peut affecter et ce qu'on peut modifier, c'est vous donner des astuces, des trucs, des moyens, des occasions pour activer votre mémoire à court terme, votre mémoire de travail, de manière à la rendre plus efficace. Comment, par exemple, on peut arriver à retenir certaines informations en les associant entre elles, de manière à réduire le nombre d'informations à mémoriser, ou alors comment on peut se servir de ce qu'on sait de la mémoire pour rafraîchir la mémoire, pour la maintenir active, ainsi de suite. Donc, les livres qui portent, le livre que tu évoquais, que tu montrais tout à l'heure, par exemple, qui porte le sous-titre Mémoire, là, ben, d'abord, on s'entend que, comme les autres livres, il contient à 90% des jeux variés. Il contient aussi certains jeux, peut-être 5-10% de jeux qui concernent la mémoire, et il contient aussi des capsules d'informations qui portent sur la mémoire, qui ne sont pas des jeux, qui sont des capsules de mémoire dans lesquelles vous allez retrouver certains des éléments dont j'ai parlé aujourd'hui, par exemple. Oui, donc c'est dans la plupart des jeux, là, des livres de grand format, on trouve des capsules d'informations sur la mémoire dans un cas, sur la logique dans l'autre, sur les illusions visuelles ou les phénomènes visuels dans l'autre cas. Mais ce sont des capsules qui représentent 10% des livres, mais je tiens à préciser que les livres, c'est quand même pas des livres de contenu. Ça reste l'objectif principal, c'est le divertissement, c'est la diversité des jeux et le plaisir qu'on peut avoir à stimuler ses neurones en faisant une variété de choses. Tout à fait. Mais les capsules qui sont insérées dans tes livres, par exemple, sur la mémoire, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, en s'amusant, on voit cette capsule-là, mais c'est pas des microscopiques capsules. On a de l'information, on apprend des choses. Et parfois, comme là, tu nous dis que lorsqu'on fait des jeux, des exercices cognitifs, ben, on va stimuler davantage des éléments de la mémoire de travail ou de la mémoire à court terme parce que, évidemment, tu nous l'as expliqué, là, on va pas réapprendre à jouer du piano en faisant un jeu de quelques minutes, mais en même temps, de mieux comprendre toutes les subtilités des fonctions cognitives, je pense que ça peut même nous aider à prendre soin de nos fonctions cognitives à soi. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. We'll be right back.